Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver. Émission largement consacrée ce soir aux violences faites aux femmes. À la veille de la marche du collectif Nous Toutes, ce week-end contre les féminicides. À la veille aussi des annonces du Grenelle sur les violences conjugales ce lundi. Et au moment où la parole... Marlène Schiappa est notre grand témoin ce soir. Sur ce plateau, des acteurs de terrain, médecins, avocats, familles de victimes, tous pourront débattre, interpeller la secrétaire d'État à l'égalité femmes-hommes. Beaucoup de mesures sont dans le débat et sur la table. La levée du secret médical, le désarmement automatique, le retrait de l'autorité parentale pour les hommes qui ont tué la mère de leurs enfants. On en parlera dans le détail. Et puis, comme tous les vendredis, on retrouvera notre club chéri de chroniqueurs pour refaire la semaine politique tous ensemble. Vous avez le programme, ça vous regarde, c'est parti. Hashtag CVR, n'oubliez pas, on y va. Et bienvenue à vous, chers téléspectateurs. Merci d'avoir choisi LCP. Nos invités en plateau ce soir. Marlène Schiappa, bonsoir. Merci d'être là. Merci. 136 féminicides depuis le début de l'année 2019. C'est le décompte des associations. Le record de 2018 est d'ores et déjà dépassé. Une femme tuée tous les 3 jours sous les coups de son conjoint. C'est peu dire que vous êtes attendue, Madame la Ministre, ce week-end par les collectifs féministes qui appellent à manifester demain. Lundi, il y aura des annonces. Beaucoup de mesures, on l'a dit, sont sur la table et on va en parler ce soir, notamment avec vous, Françoise Le Goff. Merci d'être là. Vous êtes documentaliste. À 13 ans, vous avez assisté impuissante au meurtre de votre père de votre mère, pardonnez-moi, par votre père. C'est celui que vous appelez aujourd'hui votre géniteur. Vous refusez, vous allez nous l'expliquer, de l'appeler papa aujourd'hui. Vous militez pour une meilleure prise en compte des traumatismes liés à ces violences au sein des familles sur les enfants. On va y revenir. Emmanuel Piette, bonsoir. Merci d'être avec nous et d'avoir accepté l'invitation d'LCP. Vous êtes médecin généraliste, présidente du collectif féministe contre le viol. Doit-on lever le secret médical pour signaler systématiquement les victimes? C'est une mesure dans le débat. Vous nous direz ce que vous en pensez. Enfin, bienvenue Mikim Yang Paya. Bonsoir. Vous êtes avocate, fondatrice et présidente de l'association Avocats, Femmes et Violences. Et vous nous direz ce qui dysfonctionne dans la chaîne pénale. La garde des Sceaux, Nicole Belloubet, le reconnaît elle-même. Je vous donne la parole, mesdames, dans un instant. Mais vous l'attendez, comme moi, c'est sûr, Stéphane Blakowski, pour nous planter le décor. Si j'ai bien compris, c'est parti. Bonsoir, mesdames. Bonsoir, Myriam. Bonsoir. Bonsoir Stéphane. Si j'ai bien compris ce soir. Si j'ai bien compris, Myriam, en France, aujourd'hui, on ne parvient toujours pas à protéger les femmes contre les violences conjugales. Alors dire ça face à la secrétaire d'État à l'égalité femmes-hommes, ça peut paraître une critique, une provocation, que sais-je. Pas du tout. C'est simplement un constat. En plus, c'est même pas moi qui fais le constat. C'est Nicole Belloubet, votre collègue, qui a donné une grande interview au JDD ce week-end en disant mea culpa de la justice pour ces failles contre les violences conjugales. Donc alors, elle a ensuite donné une interview sur LCI, donc on ne reprend pas LCI, ça nous coûte beaucoup trop cher. Mais je vous lis en même temps ce qu'elle a dit. Elle a dit qu'il y avait une faillite collective, d'une part, et puis surtout que le système de protection des femmes contre les violences conjugales ne fonctionne pas en France. Donc c'est un constat alarmant. Pourquoi un constat si sévère de la part de la garde des Sceaux elle-même? En fait, c'est elle-même qui a initié ce constat, parce qu'elle a commandé un rapport à l'Inspection générale de la justice, donc je vous montre la couverture. C'est pas évidemment un document très fun, comme on dit, non, mais c'est court, c'est 36 pages. Si c'est pas fun, en revanche, c'est choc. C'est-à-dire que quand on lit ce document, il y a vraiment des chiffres qui sont totalement édifiants. Donc comment ça s'est passé concrètement? Donc les experts ont repris 88 dossiers judiciaires d'homicides conjugaux, donc à chaque fois des femmes, qui avaient déjà été jugées entre 2014 et 2016. Et donc en décortiquant ces dossiers, ils retracent le parcours des victimes et puis le contexte. Donc voilà, je lis parce que je ne veux pas me tromper sur les chiffres. Sur les 88 victimes, donc il y en a 61 qui s'étaient déjà déplacées au commissariat pour donner l'alerte. Sauf que sur celles qui étaient venues au commissariat, ces 60 femmes qui allaient devenir victimes, eh bien seulement 21 ont réussi à déposer plainte. Et sur ces 21 plaintes qui ont été déposées, 80% des plaintes ont été classées sans suite. C'est alarmant, c'est un constat d'échec pour le système de protection des femmes. Est-ce que le rapport propose des solutions, Stéphane? Alors évidemment, c'est le travail des experts, ils proposent des solutions, ils en proposent 24, mais moi je vais en retenir qu'une seule. D'ailleurs, c'est la proposition qu'ils mettent en premier, c'est la
proposition prioritaire. Donc pourquoi c'est la priorité? Parce qu'ils disent en fait, le plus important aujourd'hui, c'est pas forcément de créer de nouvelles lois, c'est pas forcément de décider de nouvelles mesures. La priorité des priorités, c'est de faire appliquer les lois qui ont déjà été votées. Parce que, en fait, la lutte contre les violences conjugales, c'est pas du tout nouveau. En 2010, donc ça remonte pas à hier, c'était déjà une grande cause nationale, la lutte contre les violences conjugales. Et à l'époque, le gouvernement s'était retroussé les manches en décidant de faire ces fameuses ordonnances de protection des décisions judiciaires qui permettent donc de écarter le conjoint violent. C'était en 2010, on écoute, ça va vous rappeler des souvenirs. D'abord, nous voulons mieux protéger les femmes victimes de violences en renforçant le cadre juridique. En matière civile, il faut d'abord répondre à l'urgence des situations en protégeant les femmes en danger. Afin qu'elles bénéficient sans délai de mesures de protection, un régime juridique de référé protection va être créé, qui interviendra donc en amont du dépôt de plainte ou indépendamment du dépôt de plainte. Alors, vous voyez, François Fillon, Premier ministre, il a l'impression de faire son boulot, il prend une mesure forte pour protéger les femmes, sauf qu'en fait, son boulot, il l'a pas fait, ou alors il l'a pas fait jusqu'au bout, puisque cette loi n'est pas appliquée. Quand on prend le fameux rapport dont je vous parle, ce sont les 88 dossiers, donc, d'homicides conjugaux, de féminicides, si vous voulez. Eh bien, il y a seulement 2 des 88 victimes qui ont pu déposer une requête pour être protégées, et sur ces 2 requêtes, il y en a une seule qui a été acceptée. Donc effectivement, la loi existe, mais elle n'est pas appliquée. Exactement. Deuxième exemple, celui du téléphone grave danger. Donc là, encore une excellente idée. On donne une ligne d'urgence prioritaire pour que les femmes qui ont déjà été agressées puissent appeler immédiatement des secours. Là, on est en 2014. Cette fois, ce sont les socialistes qui sont au pouvoir. Ça va encore nous rappeler des souvenirs. Avec la garde des Sceaux, nous allons engager, dès que cette loi sera votée, le déploiement, comme convenu, des téléphones portables grand danger. Le marché national s'apprête à être notifié dans les tout prochains jours. Vous voyez, ça y est, son boulot est fait. Dans les tout prochains jours, les téléphones sont lancés. Il n'y a plus qu'à les... En fait, le problème, c'est que la loi, encore une fois, n'est pas appliquée. Donc moi, je lis le rapport. Sur les 88 dossiers qui ont été étudiés, il y a une seule victime qui a bénéficié du téléphone grand danger. Et encore, on lui a donné trop tard. Donc, il y a une sorte d'ironie macabre pour conclure effectivement ce rapport. Donc c'est extrêmement déprimant ce que vous nous dépeignez comme tableau. On a l'impression que ça sert à rien de voter des lois si elles sont pas appliquées. J'avoue que c'est déprimant. Moi, c'est ce qui m'a le plus surpris, c'est de voir que l'urgence était de faire respecter ce qui existait déjà. Alors je sais qu'on va décider de nouvelles mesures, de nouvelles lois. Elles sont certainement très utiles, mais quand on lit ce rapport, on se dit c'est certainement des mesures très utiles, mais est-ce que seulement elles seront appliquées? Parce que c'est pas forcément évident. Marlène Schiappa, sur ce constat finalement, les dispositifs, il y en a. Il en faut sûrement d'autres. On voit les chiffres des féminicides. Ce constat, je le partage et ça fait des années, on ne le découvre pas là. Ça va faire, j'ai calculé récemment que ça fait maintenant 20 ans que je suis engagée aux côtés des femmes, comme beaucoup autour de cette table et comme énormément d'autres femmes, pour les protéger. Donc les constats, on les connaît. Je suis pas là pour blâmer tel ou tel. Je crois que tous les gouvernements précédents ont fait ce qu'ils pouvaient faire et la vie politique a les vicissitudes qu'elle a et qui fait que parfois on ne reste pas assez longtemps pour s'assurer de la mise en œuvre de ce qu'on a pu soi-même voter. Je pense que je suis pas là pour blâmer qui que ce soit. Mais qu'est-ce qui pourrait faire que cette fois-ci, ça pourrait marcher? On est à 136 féminicides, alors que vous avez sur les chiffres, j'ai pas rebondi tout à l'heure, mais la grande cause nationale de ce quinquennat. Alors je vais répondre point par point parce qu'il y a plein de questions là d'un coup. D'abord sur la question des chiffres, il y a un décompte associatif qui dit qu'il y a 136 féminicides. Il y a un décompte de l'AFP qui dit qu'il y en a 118. Moi, en tant que membre du gouvernement, vous comprendrez que je peux endosser ni l'un ni l'autre dans la mesure où il y a une séparation des pouvoirs et je ne peux pas décider de la culpabilité ou de l'innocence de tel ou tel. Et c'est beaucoup. Mais bien sûr, mais vous me dites ça à moi. Moi, ça fait des années que je dis que c'est trop, donc je le découvre pas là autour de ce plateau. Maintenant, sur ce que vous disiez, je suis tout à fait d'accord et c'est le constat que nous faisons de longue date. Moi, quand j'étais maire adjointe, avant d'être au gouvernement chargé de l'égalité femmes-hommes, sur les téléphones grave danger, je découvrais qu'il y en avait qui étaient financés mais pas attribués. Là, tel que vous me voyez, j'arrive de Chaumont, j'étais à l'école de gendarmerie avec Christophe Castaner, l'un des responsables de la gendarmerie et de la police nous explique qu'ils ont 5 téléphones grave danger dans le département, 3 sont attribués, 2 sont dans un placard. Et c'est ce que nous avons vu avec Nicole Belloubet. Les téléphones grave danger sont financés par l'État. Donc si on regarde ce qu'on fait sur le papier, au terrain, dans les commissariats. Je termine juste ma démonstration. Si on regarde sur le papier ce qu'on fait, on peut se dire téléphone grave danger, tout financé, super, on a fait notre travail, on rentre chez nous. Sauf que effectivement, il y a un défaut d'attribution. C'est la raison pour laquelle la garde des Sceaux a adressé une circulaire demandant que les ordonnances de protection soient mieux connues. Et dernier exemple, et après je fais circuler la parole autour de la table,
la question du 3919 qui pour moi est un exemple flagrant. Ce numéro, nous ne l'avons pas créé, il a été créé il y a une dizaine d'années. Ensuite, il a été un numéro court il y a quelques années, le numéro du 3919. Quand je suis arrivée, j'ai fait 2 constats. Constat numéro 1, 100% des appels n'étaient pas répondus faute de nombre d'écoutants suffisant. Constat numéro 2, les gens ne connaissaient pas ce numéro. Les spécialistes, les gens qui sont militants du féminisme le connaissent. On a fait un sondage en 2017 fait faire par un institut indépendant. 8% de la population connaissait le 3919. Donc il y a un problème Au lendemain du Grenelle des violences conjugales, c'est 59% de la population qui le connaît et nous avons financé 5 écoutantes supplémentaires pour que 100% des appels soient pris. Donc parfois, il ne s'agit pas effectivement de faire de nouvelles lois, même s'il en faut sur certains sujets, et on y reviendra peut-être. Mais moi, je m'emploie depuis 2 ans et demi à faire en sorte que tout le monde se retrousse les manches, travaille ensemble, partage des informations et connaisse les dispositifs existants pour s'en saisir et pour les appliquer. Alors pour entrer dans ce débat, parce qu'on a compris qu'il y a beaucoup de mesures existantes et de mesures à prendre, je voudrais qu'on commence par un sujet avec vous, Françoise Le Goff, dont on parle un peu moins, les enfants de féminicide et leur destin souvent brisé. Votre père a donc tué votre mère et ceux de vos frères et sœurs. C'était il y a 37 ans. On imagine que dans une vie d'enfant, c'est un cataclysme. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu ce qui s'est passé pour vous ? Alors oui, je peux. Nous sommes une fratrie qui a vécu toute notre vie, en fait, avec nos parents, dans la violence conjugale. Vivre dans la violence conjugale, cela veut dire que les enfants que nous étions, nous vivions en apnée. Dans le sens où la violence pouvait se déclencher n'importe quand et que du coup nous avons développé des stratégies de repli, de fuite. Vous étiez sur le qui-vive permanent. Voilà, exactement. Donc ça veut dire que toute notre enfance, enfin en tout cas jusqu'aux 10 ans de ma petite sœur, de mes 13 ans et des 15 ans de mon frère, c'est ce que nous vivions. Nous vivions en vase clos parce qu'on ne parle pas de la violence conjugale, même encore aujourd'hui, que ça se passe dans tous les milieux et que de toute façon on se replie avec la famille et voilà, l'extérieur ne se doute de rien. Ça a été jusqu'au féminicide de notre maman qui a donc été assassinée par notre géniteur. Elle a voulu partir. En fait, il nous a mis une fois de plus à la porte un dimanche soir. Cette fois-ci, elle avait décidé de ne pas revenir. Nous sommes donc restés dispatchés pendant les 5 jours qu'on suivit, avant son décès. Elle a été le retrouver le samedi 11 décembre. À sa demande pour que nous, enfants, nous lui fêtions la fête des pères. Et il a profité de ce moment pour l'assassiner devant nous de 2 balles, une dans le ventre, pendant que nous nous enfuyions, et la deuxième dans la tête. Ça, c'est les faits. Ensuite, nous avons donc été des enfants placés. Comment ça se passe après? Comment on grandit avec ce traumatisme-là? Alors déjà, le traumatisme, on n'en a pas parlé. Nous n'avons pas été soutenus par les institutions. Nous n'avons vu personne. On nous a donc placés dans des familles. Vous avez été séparés? La famille? Séparés, dans des villes différentes. Moi, je suis passée par l'ASE à mes 16 ans pour changer de tuteur. L'aide sociale à l'enfance. Voilà, exactement. Ensuite, on est majeur et voilà, on ferme la porte et on grandit. Alors, comment on grandit? C'est ça. Comment on se reconstruit lorsqu'on a un papa en prison qui a tué sa maman? Comment on se reconstruit? On fait ce qu'on peut avec les moyens que nous, enfants, en grandissant, nous trouvons. Ce que je voulais quand même dire, c'est que la deuxième grave violence que nous avons subie, c'est la séparation de notre fratrie. Vous imaginez que nous, qui avions l'habitude de nous serrer les coudes, de faire front face à la violence, et que non seulement on voit notre mère se faire assassiner, mais qu'ensuite on nous sépare. Marlène Schiappa, on entend l'émotion qui est encore extrêmement vive. Est-ce qu'on peut faire quelque chose là-dessus déjà, sur la question des séparations des familles, quand ça arrive sur les enfants? Il existe le protocole de Seine-Saint-Denis qui existe et qui est formidable, qui a été mis en place depuis plusieurs années, qui prouve que ce protocole est important. Je ne comprends pas qu'aujourd'hui,
il ne soit pas mis en place au niveau national. Je ne comprends pas que ces protocoles dépendent des départements. Il doit dépendre de la France, enfin de l'État. Voilà, exactement. Ça doit être partout pareil. Comment dire à une femme qu'il vaut mieux qu'elle aille mourir en Seine-Saint-Denis parce que ses enfants ils seront mieux pris en charge que dans un autre département où il n'y a rien d'existant? C'est juste là, c'est la question de l'aide sociale à l'enfance dans ce cas particulier. Bien sûr, mais des enfants de féminicide. Bien sûr. D'abord, je crois qu'on ne peut que commencer par vous dire, je sais bien que ce n'est pas pour ça que vous êtes sur ce plateau, mais par vous dire que votre témoignage est extrêmement courageux parce que je crois qu'il y a des gens qui nous regardent et qui vont pouvoir être sensibilisés ou alertés par ce témoignage. Et je ne vais évidemment pas répondre en vous disant que c'est normal et je ne vais pas non plus vous répondre j'ai beaucoup trop de respect pour le témoignage que vous portez, pour ce que vous avez vécu, pour vous répondre par des promesses politiques. Tout ce que je peux vous dire, c'est que je partage votre constat. La politique de protection de l'enfance, elle dépend des départements factuellement, mais il y a une coordination nationale. Il y a un de mes collègues, Adrien Taquet, qui s'occupe de la protection de l'enfance, qui a pris ce sujet à bras-le-corps. Et dans le cadre du Grenelle des violences conjugales, on veut vraiment avancer pour faire en sorte d'abord que l'enfant soit reconnu comme une victime. C'est quelque chose que nous avons voté l'année dernière. C'est maintenant une circonstance aggravante de commettre un féminicide en présence des enfants. Ce n'était pas le cas avant. Combien d'enfants aujourd'hui dans le pays sont dans cette situation-là, confrontés à ces drames-là L'année dernière, il y a une vingtaine d'enfants qui ont déjà été tués en marge des féminicides, parce que parfois il y a des féminicides qui se produisent et les enfants dans le rapport, c'est ce que disent les enquêteurs, ils disent, les gens qui font de la mission, ils disent qu'il y a un manque de données, par exemple. On n'a même pas des données suffisantes. On n'a pas, voilà, on n'est même pas renseigné. Donc c'est le même constat qu'on retrouve. Ce que vous dites, c'est le rapport. C'est la loi, elle existe, mais elle est appliquée que dans un petit endroit, pas généralisée. On a l'impression que c'est fait, en fait. Alors, l'avocate que vous êtes, Miki Nyangpawa, c'est les juges des enfants qui placent, j'imagine, qui décident à chaque fois si c'est foyer, si c'est famille. On s'étonne de la séparation des familles dans ces cas-là. Comment ça se passe précisément? Alors oui, effectivement, mais c'est vrai que il y a la volonté quand même maintenant, et heureusement, et vraiment c'est très regrettable, effectivement, la séparation dans les années 80. Des fratries. Il y a une volonté effectivement de pas séparer la fratrie. Et je pense que c'est vraiment une mesure qu'il faut prendre en considération. Ça ne s'applique pas qu'en Seine-Saint-Denis, donc ça s'applique partout. Oui, c'est une volonté évidemment de pas séparer la fratrie. Maintenant, il y a la volonté, il y a la loi, il y a les textes, et c'est vraiment ce que vous avez justement rappelé. Mais après, il y a les faits et il y a les moyens aussi, parce que comment aussi accueillir une famille. Vous étiez 3 enfants, oui. C'est ça, hein. Et parfois, en préparant cette émission, on s'est rendu compte que ces enfants-là étaient placés dans les familles des pères, parce que celles des mères étaient anéanties. Est-ce que c'est la solution? Est-ce qu'on peut faire ça? Il y a un sujet pour moi qui est très important, vous l'avez esquissé tout à l'heure, c'est la question de l'autorité parentale. Moi, je vais vous donner un exemple qui est mais il y en a des centaines comme ça. Vous avez une femme qui a été assassinée par son ex-conjoint. Le mari assassin est en prison actuellement. C'est le père de cette jeune femme qui a été tuée qui a récupéré la garde des 2 petits-enfants. Donc dans des conditions difficiles qu'on imagine, que vous êtes un monsieur de plus de 60 ans, que votre fille vient d'être assassinée, que vous devez de nouveau prendre en charge des petits-enfants en bas âge, avec tout ce que ça implique, y compris en termes de moyens financiers, etc. Sauf que l'autorité parentale, elle est conservée par l'assassin de sa fille, et c'est donc l'assassin de sa fille qui, depuis la prison, donne son accord ou ne donne pas son accord. Vous allez annoncer le retrait de l'autorité parentale. Absolument. Pour le conjoint violent, pour l'assassin en cas de féminicide. Le Premier ministre s'y est engagé. Il y aura un retrait de l'autorité parentale pour tous les auteurs de féminicide et un aménagement de l'autorité parentale pour les auteurs de violences conjugales, pour faire en sorte qu'ils gardent leurs devoirs, notamment la pension alimentaire, etc., mais perdent leurs droits, le droit de visite et d'hébergement. On considère que être un mari qui frappe sa femme, c'est être un mauvais père. On ne peut pas très longtemps... La politique pénale en France, c'était de dire il faut préserver l'unité des familles et garder le père dans le foyer, même s'il est violent. Maintenant, on considère qu'un homme qui est violent vis-à-vis de sa femme est un homme qui est ou qui sera violent vis-à-vis de ses enfants. On va parler du secret médical et j'ai un reportage à vous montrer dans un instant, mais un dernier petit mot, Françoise Le Goff, parce que vous vous battez aujourd'hui. Oui. Vous avez encore un combat. Parce que, expliquez-nous, votre papa, il est dans... Votre géniteur est dans une maison de retraite. Oui, et on vous demande de suppléer
En fait, c'est le département 49. Au paiement de cette maison de retraite. C'est le département 49 qui est venu nous chercher contre les préconisations de l'UDAF 49 pour que nous payions les... C'est une forme d'obligation, d'assistance. L'obligation alimentaire, oui, c'est l'article 205 qui dit que les enfants doivent assistance d'hébergement. Vous souhaitez qu'elle soit supprimée dans les cas précis d'enfants de féminicide, c'est ça, cette obligation? Vous ne voulez pas payer? On va beaucoup plus loin que ça, en fait. On s'interroge aussi sur les enfants violés, les enfants qui ont été maltraités, les enfants battus. Il ne s'agit pas ici de débattre que sur les enfants de féminicide. On parle de toute forme de maltraitance. Nous souhaitons la déchéance des droits parentaux systématiques pour tous les parents qui ont été maltraitants envers les enfants. Comment voulez-vous qu'un enfant qui a été violé, qui 36 ans après devra entendre son histoire et prouver les faits? C'est violent, c'est juste insupportable. Vous dites quoi, excusez-moi, juste les services sociaux dans le 49, je ne sais pas quel département c'est, mais ils vous disent quoi quand vous leur expliquez la situation? Ils doivent être affreusement gênés, quoi. Non, c'est pas les services sociaux qui viennent vous chercher, c'est l'UDAF qui vient vous chercher. Voilà, l'UDAF est fait pour ça. Il vient chercher les enfants. C'est l'Union départementale des affaires familiales. Voilà, l'UDAF, c'est eux qui gèrent les dossiers. Sauf que l'UDAF nous a dit non, on sait qu'il y a eu un drame, on va pas les chercher. Du coup, comme l'UDAF dépend du département, c'est le département qui a le choix de poursuivre ou non. Ils ne poursuivent pas quand même, si? En l'occurrence, nous, ils nous ont poursuivis, c'est-à-dire quand on dit est-ce que vous allez agir là-dessus? Les gens sont pas rendus compte, il n'y a pas de quelqu'un dans l'administration qui disent qu'ils nous ont poursuivis, ça veut dire qu'ils nous ont envoyé le courrier institutionnel demandant que nous subvenions aux besoins. Enfin, c'est une enquête pour savoir combien on allait donner pour le paiement. Il y a des enfants qui ont la visite d'un huissier de justice chez eux en disant voilà les factures, maintenant il faut payer monsieur dame sinon on saisit. Donc ça fera l'objet d'une annonce. Bien évidemment, il y a des Grenelles. Oui, il y a une loi qui sera portée par les députés de La République en Marche à la suite du Grenelle des violences conjugales, avec plusieurs dizaines de nouvelles mesures en plus de l'application de celles déjà existantes. Et ça en fait partie parce que c'est honteux. Nous, on a rencontré beaucoup de femmes qui sont dans le même cas que Madame Le Goff, femme ou homme d'ailleurs, et qui nous ont dit à l'âge de 50 ans, on avait essayé de faire un travail pour se reconstruire et à 50 ans, quelqu'un frappe et nous donne une facture. C'est inenvisageable. Donc oui, le gouvernement va supprimer l'obligation d'aide alimentaire de la part des enfants vis-à-vis de leur père auteur de féminicide. C'est dit. Alors on a parlé des enfants, on va revenir aux femmes victimes de violences avec cette mesure proposée par la garde des Sceaux, permettre aux médecins de lever le secret médical pour signaler systématiquement les victimes. Clément Perrault a posé la question à toute une série de chirurgiens esthétiques qui étaient réunis aujourd'hui à Montrouge sur les violences faites aux femmes. Attention, certaines images peuvent choquer. Reportage. Au Congrès national des chirurgiens plasticiens, l'atmosphère est cette année plus grave que d'habitude. Le thème des échanges, les violences faites aux femmes, un sujet auquel ces spécialistes sont régulièrement confrontés, souvent pour des cas très graves. Nous, chirurgiens, on constate des lésions de fractures de la face, des ecchymoses, des contusions, des brûlures de cigarettes, brûlures de fer à repasser, des trucs abominables. Et on est confronté à ça. Et le problème, c'est qu'une fois qu'on a soigné les patientes, on les renvoie chez elles et il ne se passe rien du tout. Et on ne peut surtout rien dire. Jacques Saboy a été le premier spécialiste à proposer une inflexion du secret médical pour les cas de violences conjugales. Beaucoup de femmes passant par son cabinet ne portent pas plainte. Le principe est de faciliter des signalements par les médecins vers les autorités judiciaires dans les cas particulièrement inquiétants et urgents. Il y a en fait une espèce de gradation mortifère qui va du médecin généraliste, le chirurgien, et ça finit chez le médecin légiste. Et je pense qu'il y a un verrou là au niveau de la chirurgie où le chirurgien devrait pouvoir appeler le magistrat. Je crois que si on veut faire avancer les choses, il faut que les médecins s'impliquent, vraiment. Un bâtonnier et avocat Frédéric Douchez, lever ce secret médical faciliterait le travail judiciaire. On se heurte aujourd'hui à de graves difficultés parce que beaucoup de personnes qui sont victimes de violences conjugales n'osent pas les dénoncer. La levée par le médecin permettrait donc de donner un signalement aux autorités compétentes, aux autorités judiciaires et notamment au procureur de la République. Ça permettrait de mettre en place un éloignement entre l'auteur des violences conjugales et la victime. Cette possible évolution est loin de faire l'unanimité parmi les collectifs féministes.
tout le système que met en place l'emprise des conjoints violents, c'est de détruire l'estime de soi et l'autonomie des femmes. Et quand on prend des décisions à leur place sans leur demander, on participe à ce système d'infantilisation où elles ont l'impression qu'elles n'ont plus prise sur rien dans leur destin. Donc nous, notre démarche, c'est de les faire gagner en puissance, en autonomie, en force, en idée qu'elles peuvent s'en sortir. Et donc quand on va plus vite qu'elles, ça ne participe pas à ça. Au sein même du gouvernement, la levée du secret médical fait débat. La ministre de la Justice la juge nécessaire. Le Premier ministre estime, lui, qu'elle pose des difficultés considérables. Alors je vais me tourner vers la médecin que vous êtes, Emmanuelle Piette. Est-ce que vous êtes favorable à cette levée du secret médical? Alors, d'abord, moi j'ai déjà fait des tas de certificats pour accompagner les femmes qui le demandaient. Et il se trouve qu'en général, ça sert à rien. Donc j'ai déjà ça, moi, comme problème. Pourquoi ça sert à rien? Ça sert à rien parce que je ne suis pas médecin expert, parce que je suis pas médecin, et que les tribunaux et les gendarmes disent oui, mais c'est mieux aux urgences médico-judiciaires, des choses comme ça. Donc moi, j'aimerais bien déjà qu'on reconnaisse que des certificats demandés par la femme vaillent. Déjà, premièrement. Deuxièmement, je pense que c'est vrai que dans le cas d'une urgence grave et vitale, c'est bien si on peut faire un signalement au procureur. Et moi, ça m'est arrivé 2 fois dans ma carrière. Ce sont des femmes qui souvent se taisent et qui disent qu'elles sont tombées ou qu'elles se sont fait mal. Je pensais, moi j'ai eu 2 fois des dames mortes avant que la loi sur la levée du secret professionnel existe. Donc je savais 2 fois. Et j'appelle le procureur. On peut appeler le procureur. Je dis voilà, elle dit qu'elle est tombée dans l'escalier. Moi je suis vachement inquiète. Est-ce que vous allez faire quelque chose? Il dit non. Je fais rien. Donc, et pourquoi il dit non? Comment il justifie? Il dit, c'est très simple. Il tient qu'elle est tombée dans l'escalier, je peux pas rien faire. C'est la question des preuves qui est on a quand même vraiment l'idée que s'il y avait une présomption de crédibilité pour les femmes victimes, ça serait autrement. En ce moment, moi j'ai fait un certificat mercredi matin pour une dame dont le monsieur avait jeté et tué le chien, massacré devant les 4 enfants. Tu vois, c'est une petite ambiance sympathique. Et en la menaçant de mort, il y a 2 ans, elle a été écrasée. Donc, en vrai. Fait. Donc, j'ai refait un petit certificat en disant, moi, je trouve que c'est très, très dangereux parce que le monsieur menace de mort, tue les animaux, etc. C'est une escalade un peu dangereuse. Et elle y allait ce matin. Donc, je ne sais pas la suite. Mais je me dis, avant de nous obliger à faire des trucs, il faut d'abord que ça serve à quelque chose. Alors, je pense que la levée du que ça soit dans un deuxième temps, si les certificats sont déjà reconnus. Les médecins qui font des certificats, oui. Mais Marlène Schiappa, là-dessus, on entend que voilà, on ne sait pas si vous allez le faire ou pas. Il y a un débat interne au sein du gouvernement. Ça pose des questions aussi sur ce principe du secret médical. Vous allez pousser pour? D'abord, il n'y a pas tant de débat interne parce qu'en fait, la garde des Sceaux et le Premier ministre disent la même chose avec chacun un spectre de l'explication. C'est-à-dire, est-ce qu'il faut permettre aux médecins de signaler quand il y a un danger de mort imminent sans avoir après de réprimande de la part de leur hiérarchie? Oui. Est-ce que toucher au secret médical, ça pose des problèmes considérables, comme l'a dit le Premier ministre? Oui, aussi. C'est la raison pour laquelle il faut le faire dans la dentelle, avec les professionnels, avec l'ordre des médecins. Et l'idée n'est pas d'obliger qui que ce soit à quoi que ce soit, mais de considérer quand il y a un danger de mort. J'entends bien le fait qu'en théorie, il faille évidemment dire à la femme qu'elle est puissante, qu'elle peut elle-même faire ça. Là, on est dans la pratique et il y a un danger de mort imminent. Dans 2 jours, cette femme est peut-être morte. Je ne veux pas m'être réfugiée derrière ça. On entend que cette proposition, voilà, elle est très concrète et elle va peut-être se concrétiser lundi. Pour aller vite, parce que je voudrais qu'on parle un tout petit peu de la chaîne pénale. Vous revenez donc d'un déplacement aux côtés des policiers. Le plus gros dysfonctionnement, il est où? Il est au démarrage pour recueillir la plainte. Chez les gendarmes, chez les policiers, il est au niveau judiciaire. Après, parce que les procureurs classent sans suite, on l'a bien compris. Qu'est-ce qu'on fait? C'est une révolution des mentalités là qu'il faut faire. Tout à fait, mais d'ailleurs c'est ce que je rejoins ce qu'a dit Emmanuelle Piette, c'est-à-dire que on signale au procureur, il ne fait rien. Déjà, enfin, il y a quand même un problème. Le problème, il est là, en définitive, et c'est le constat d'ailleurs qui a été fait tout au long du rapport qui a été rendu. Le Grevio a rendu aussi son rapport dans le cadre de l'Europe. De l'Europe, c'est-à-dire le groupe d'experts. Il y a vraiment un souci au niveau du démarrage. Pourquoi on est si en retard? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on n'est pas formé en France? Il y a d'autres pays où ça va plus. Il n'y a pas formé. C'est un problème de preuve. C'est quoi? C'est pas qu'on n'est pas formé. Les lois, elles existent. À partir
partir du moment où vous allez voir un officier de police judiciaire ou un officier de gendarmerie, et que, en définitive, on a eu des preuves, et d'ailleurs tous les cas de féminicide, la plupart là dont on parle. Donc s'il y a des preuves dans les commissariats, pourquoi les policiers ne prennent pas les plaintes simplement? N'ont pas pris les plaintes. Et pourquoi? Ont pris les plaintes. Pire, ont pris les plaintes, les ont classées sous un dossier et ont mis un certain temps à le transmettre au procureur. Mais pourquoi? Voilà. On ne comprend pas. Ce qui est demandé, c'est que systématiquement, c'est peut-être une forme de, de quoi, de résistance, de. La réponse de Madame Pienne. Voilà, on comprend rien. C'est vraiment, moi, j'accompagne des femmes. Il y a un vrai problème de JAF aussi, c'est-à-dire que juge aux affaires familiales. Oui, c'est-à-dire que une femme complètement tabassée pendant sa grossesse, tabassée régulièrement, on va, et cette femme qui a été écrasée dont je parlais, si elle est rentrée chez elle, c'est que le JAF avait dit que monsieur pouvait voir les enfants quand il voulait, donc il était en permanence au domicile, et du coup elle a dit je vais pas les laisser avec ce gars-là. Alors je vais donner la parole à la ministre pour clore cette partie sur la chaîne pénale. Qu'est-ce que vous allez proposer? D'abord, vous disiez on est en retard. Je ne sais pas si on est en retard ou en avance. Ce que j'observe, c'est qu'il n'y a aucun pays dans le monde. 80% de plaintes classées sans suite. Bien sûr, mais non, mais le constat, il me révolte tout autant que vous. Donc on ne va pas faire une surenchère de chiffres. Mais simplement, ce que j'observe, c'est qu'il n'y a aucun pays dans le monde qui n'ait éradiqué les violences conjugales. On peut faire 2 minutes d'analyse du pourquoi. Simplement, si on regarde la France, le code Napoléon n'est pas si ancien. Dans le code Napoléon, la femme passait quasiment de l'autorité de son père à celle de son mari. Et donc il y a encore des gens qui, il y a quelques générations, ou il y a quelques années même, il y a quelques jours, nous disent oui, mais si elle reste, c'est qu'au fond elle doit bien être d'accord. Si elle reste, c'est qu'elle a dû le chercher. Souvenez-vous l'affaire Daval, comment on m'a incendié pour avoir dit qu'il était inadmissible, et je le referais si j'avais à le refaire. On entendait sur toutes les chaînes d'information en continu, oui, ce monsieur a tué cette dame, mais aussi elle avait un caractère difficile, elle n'était pas facile à vivre. Et je réponds là à la question que vous posiez, c'est-à-dire pourquoi c'est pas envoyé? Pourquoi? Parce que trop longtemps ça a été considéré comme une fatalité et pas comme une priorité. Enfin là, il y a un réveil de la société autour du Grenelle des violences conjugales. Former les policiers et les gendarmes. Maintenant, ils ont 130 heures, les gendarmes. J'étais avec Christophe Castaner tout à l'heure pour assister à cette formation. C'est 130 heures de formation en théorie et en pratique pour appréhender ce que sont les violences conjugales. Christophe Castaner, ministre de l'Intérieur, a dévoilé la grille d'évaluation du danger. Elle a été construite par les associations, les familles de victimes, les policiers, les gendarmes, dans un groupe de travail autour du ministère de l'Intérieur. C'est une grille d'évaluation du danger qui s'accompagne d'un protocole d'accueil qui fait que maintenant, il y a des questions systématiquement qu'on posera aux femmes. On n'a pas parlé des violences psychologiques, vous l'avez esquissé un peu, madame, mais ça, par exemple, ce sont des questions qui sont rarement posées. Il faut qu'elles soient posées. Maintenant, elles le seront systématiquement pour qu'il y ait aussi des condamnations pour violences psychologiques en même temps que les violences physiques, parce que ça fait partie des violences conjugales. Combien de mesures vous allez reprendre lundi? Il y a plusieurs dizaines de mesures qui ont été proposées par les groupes de travail. Le Premier ministre en a reçu énormément, et donc il y a maintenant une mise en œuvre. On a eu un temps de mobilisation avec le Grenelle des violences conjugales, un temps de construction, et là, à partir d'aujourd'hui, il y a un temps de passage à l'action et de mise en œuvre de ces mesures. Allez, on va avancer. On aurait pu parler beaucoup d'autres choses. Il y a le bracelet électronique, ça fait l'objet d'une proposition de loi à l'Assemblée nationale. On attendra donc lundi. Je voudrais qu'on parle maintenant de ce qui se passe dans le cinéma français. Il y a évidemment les nouvelles accusations de viol contre Roman Polanski. Il y a aussi une libération de la parole avec le témoignage fort de l'actrice que vous avez sans doute entendu, Adèle Haenel. On va faire le point d'abord avec Élise Grégoire. Est-ce que vous avez vu ou vous allez voir J'accuse de Roman Polanski? Je n'ai pas encore vu, mais je vais aller le voir. Si Édouard Philippe est interrogé sur le nouveau film de Roman Polanski, c'est que sa sortie fait polémique. En pleine promotion, Valentine Monnier, photographe, a accusé le cinéaste de l'avoir violé et roué de coups en 1975. Même si le réalisateur nie ces accusations, de nombreuses manifestations hostiles au film se sont multipliées. Pour l'actrice Eva Darlan, c'est tout un système qui doit se remettre en cause. On n'arrête pas de dire, de crier, on sait ce qu'il faut faire, on donne des arguments, on donne des dossiers, on donne des chiffres, et il ne se passe rien, toujours rien. De toute façon, l'accumulation de ce qui s'est passé là a déclenché une prise de conscience, des réactions en tout cas. Celle qui a libéré la parole, c'est elle, Adèle Haenel. Le 4 novembre dernier, la comédienne révélait les faits d'attouchement et de harcèlement sexuel qu'elle aurait subi par Christophe Rougiat, réalisateur de son premier film, Les Diables. Je dois le fait de pouvoir parler à toutes celles qui ont parlé avant, dans le cas des affaires MeToo, et qui m'ont fait changer de perspective sur ce que j'avais vécu.
Christophe Rougiat a été exclu de la Société des réalisateurs de films, mais il aura fallu 2 ans après l'affaire Harvey Weinstein pour que le cinéma français fasse son autocritique. Adèle est une femme absolument magique, c'est merveilleux ce qu'elle a fait. Elle remet en cause la justice de son pays. C'est drôlement fort, quoi. Non seulement elle dénonce des comportements d'hommes puissants face aux femmes et aux enfants, en l'occurrence, affaiblis. Non seulement ça, mais elle s'attaque à la justice. Dimanche, c'est une autre comédienne victime de violences conjugales qui sera évoquée dans le cadre d'une soirée spéciale sur M6. Marie Trintignant a été tuée sous les coups de son compagnon, Bertrand Cantat. Pour la première fois, la chaîne diffuse les images de l'audition de 2003. Donc elle est devenue très agressive, très hystérique, et elle m'a frappé d'un coup de poing au visage. Elle m'a donné le coup de poing, et ensuite elle m'a agrippé. D'un mot, Marlène Schiappa, vous avez participé à cette émission dimanche qui sera diffusée sur M6. Vous cautionnez la diffusion des images de ce procès, enfin de cette audition de Bertrand Cantat à Vilnius? Bon, je ne vais pas cautionner ou pas cautionner la diffusion des images. Il s'avère que les journalistes les ont acquises manifestement dans le respect de la réglementation et donc c'est leur choix de les diffuser. Après, chacun est libre de... Vous trouvez ça bien qu'on les diffuse? Il faut les diffuser pour comprendre? Sérieux, honnêtement, je me positionne pas en termes de bien ou mal ou avec une analyse manichéenne. En revanche, je trouve ça assez sain qu'on revienne sur une affaire passé. Et sur la mort et le meurtre de Marie Trintignant qui peut permettre à d'autres femmes maintenant de comprendre ce qu'elles-mêmes sont en train de vivre. Bonsoir Sandrine Brouwer. Bonsoir. Merci d'être avec nous sur LCP. Vous êtes productrice, vous avez fondé un collectif 50-50 qui milite pour la parité dans tous les métiers du cinéma. Qu'est-ce qui se passe là? Est-ce qu'on est à un moment important du cinéma français ou pas? Parce qu'on est au milieu du guet, j'ai l'impression. Il y a cette parole d'Adèle Haenel, il y a ces accusations contre Roman Polanski et la manière dont elles ont été, au fond, reçues. Elle se libère ou pas dans le cinéma comme ça s'est passé à Hollywood ou il faut attendre? Je ne sais pas si on est au milieu du guet. On est dans un moment très spécial qui, à mon avis, était un peu historique. C'est-à-dire que la prise de parole d'Adèle Haenel n'est pas qu'une prise de parole. Il ne s'agit pas d'un témoignage. Il y a un travail d'enquête qu'une nouveau consoeur a fait, qui est une enquête incontestable et extrêmement... Marine Turchi, qui a un travail extrêmement important. Donc on est dans une enquête qui vient exposer des faits. On est face à une comédienne qui apprend que le réalisateur, dont elle a tué les actions pendant 15 ans, 18 ans, va refaire un film avec des adolescents. Et là, elle prend une décision qui est une décision politique, qui est d'offrir publiquement cette histoire pour nous inviter à y réfléchir. Donc je pense qu'on est dans un moment assez Vous pensez que c'est le début? Oui, je pense que c'est un début. Je pense que c'est un début. Je pense qu'il y a peut-être... Dans le cinéma français? Oui, en même temps, je pense qu'il ne faut pas tout mélanger. C'est-à-dire qu'il y a un temps qui est un temps médiatique. Et en fait, le film de Roman Polanski sortant cette semaine, il y a une espèce d'accélération, de prise de parole. Tout le monde devait dire pour ou contre. Est-ce qu'il faut censurer? Est-ce qu'il faut... Mais vous trouvez, par exemple, que la réaction de l'association des réalisateurs-producteurs a été à la hauteur par rapport au film de Polanski? Elle a mis du temps déjà à trouver les mots. La réaction et est la pas manière très riche. La réaction est une suspension quand on est mis en examen, exclusion quand on est condamné. Je pense qu'il tâtonne. Et je pense que c'est le début. C'est pour ça que c'est le début de quelque chose. Je pense que tout le monde essaye de prendre sa part. Et c'est ça la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que l'enquête de Mediapart, la prise de parole d'Adèle Haenel nous a tous invités à prendre nos responsabilités. Et quand je dis tous, je pense aussi à toute la profession, même ce qu'on a pu lire dans la presse, même la défense de Christophe Rougiat qui parlait d'une relation de Pygmalion. En fait, je pense qu'il faut aussi sortir d'une certaine paresse intellectuelle. La relation de producteur à réalisateur, de réalisateur à comédien ou comédienne, ça reste une relation professionnelle. Bien sûr, sur 2 ans, 3 ans, 4 ans de travail, on a des affinités. Vous pensez que, au fond, beaucoup de gens se taisent dans le cinéma encore aujourd'hui, qui sont pas forcément d'ailleurs victimes, mais qui sont témoins ou qui savent? Vous savez, depuis MeToo, on nous pose beaucoup cette question. En fait, je pense que le cinéma est un métier, un milieu dont on attend beaucoup, et en fait, on se cache un petit peu. Enfin, il y a un peu une hypocrisie. C'est-à-dire que je pense que le cinéma est un métier qui génère beaucoup de fantasmes. On l'attend beaucoup au rendez-vous et on a de sacrées responsabilités parce que c'est vrai qu'on fabrique des images, c'est vrai qu'on fabrique des grilles de lecture du monde. Donc c'est vrai qu'il faut qu'on se pose des questions sur la façon dont on raconte ces images. Mais c'est vrai aussi que ce qui se passe dans le cinéma, c'est à l'image de ce qui se passe dans toute la société. Je regardais les échanges que vous aviez avant de rentrer en plateau. Pardon, mais dans le vrai monde, il y a une gravité qui est quand même poignante et qui est terrifiante.
Donc dans le cinéma, en fait, oui, je pense que les choses sont en train de changer, mais comme dans toute la société. Et on parlait tout à l'heure, enfin vous en parliez, il y a tout enfin manifestement les lois existent. En fait, la problématique de la non-application des lois, c'est aussi peut-être une question de prise de conscience. Donc oui, je crois que le cinéma est en train de prendre conscience, et c'est ça le moment historique pour nous. Marlène Schiappa, sur l'affaire Roman Polanski, vous êtes déjà exprimée. Comment vous réagissez à ce qu'on a beaucoup entendu, il faut toujours séparer l'artiste de l'homme? Est-ce que vous pensez que c'est recevable, cet argument-là? Je suis très attachée à la liberté de création, bien sûr, mais je crois que là, il ne s'agit pas de liberté de création, et c'est mon humble avis. Mais j'avais beaucoup travaillé dans ce sujet, dans un livre que j'ai écrit il y a plusieurs années qui s'appelait « Où sont les violeurs ?», où justement je posais cette question de l'impunité des violeurs en général. Seul 1%, d'après les estimations, des violeurs sont vraiment en prison. Et l'impunité dès lors qu'on est une personne... un artiste, quelqu'un qui est dans la création. Et je suis assez mal à l'aise avec le fait de considérer que si on est un très grand cinéaste, ce serait un peu moins grave qu'on ait agressé sexuellement ou violé des femmes. On ne dit pas c'est un excellent boulanger, il a eu le prix du meilleur boulanger, de la meilleure baguette de Paris, donc finalement il faut séparer son œuvre et son projet professionnel. Vous connaissez bien l'exemple de Céline, hein, qu'on continue à célébrer sur des scènes de théâtre ou en librairie. Ça n'a pas au fond d'incidence pour vous? Ces films de Roman Polanski restent des choses différentes. Moi, à voir ou à boycotter pour vous? J'ai pas à dire aux gens ce qu'ils ont à voir ou à pas voir. Moi, je suis assez opposée au principe de boycott de façon générale. Et je considère que, vous disiez tout à l'heure, chacun doit prendre ses responsabilités. Je suis tout à fait d'accord. Et chacun doit se rappeler aussi quelles sont ses responsabilités. Je crois qu'il n'est pas de la responsabilité du membre de gouvernement d'appeler au boycott d'un film en particulier. En revanche, Seine-Saint-Denis, ça a failli être le cas. Finalement, le film chacun a le droit de le voir ou de ne pas le voir, de ne pas diffuser. Moi, je n'irai pas le voir. Je ne ferai pas la démarche d'aller acheter une place de cinéma, sachant les accusations qui pèsent. D'autant qu'il y en a plusieurs. Hein, absolument. Certaines sont prescrites, la plupart. Vis-à-vis de cet homme. Sandrine Brouwer, quel est votre message, au fond, en tant que femme productrice, dans ce milieu-là? Il est comme les autres, où il a une spécificité. Il faut que ce travail de libération se poursuive. Notre responsabilité, c'est pas que la libération de la parole, c'est évidemment la libération de la parole pour les cas de harcèlement et pour ce qu'on appelle, nos confrères producteurs à réfléchir à comment techniquement ça s'organise. Ça s'organise très concrètement, ça s'organise avec un rappel à la loi dans tous les contrats de travail, ça s'organise avec un référent sur les plateaux. Le droit du travail nous oblige à avoir un référent syndical. Pourquoi ne pas avoir un référent, effectivement, harcèlement? Ça s'organise aussi avec, vous parliez tout à l'heure de toute la problématique de prise de conscience, mais chez nous aussi, donc ça s'organise aussi avec des ateliers de prise de conscience, parce que je parlais tout à l'heure de la paresse intellectuelle, des zones grises. On excuserait parfois des comportements un peu licencieux parce qu'on serait dans un métier à part. On n'est pas dans un métier à part, c'est-à-dire que les questions de respect restent les mêmes, les questions de consentement restent les mêmes. Donc en fait, cette prise de conscience, c'est un travail qu'on doit tous fournir. Enfin, ça démarre par là. Très bien. Je voulais dire un tout petit mot pour conclure de ce collectif 50-50. S'il y avait plus de femmes réalisatrices, productrices à la tête du cinéma français, vous pensez qu'il y aurait peut-être une conséquence sur ces questions-là? Oui, ça n'a rien à voir. Ça a énormément à voir. Je pense que là, on vient de tenir les deuxièmes assises pour la parité et la diversité. Et en fait, on a été évidemment bousculé par l'actualité. On a parlé de harcèlement. Mais le harcèlement est une cause. Et en fait, c'est vrai que le travail qu'on essaye de faire avec ce collectif, c'est de remonter plutôt aux sources, aux causes principales. C'est-à-dire qu'au lieu de parler des symptômes, de remonter aux causes. Pardon, je crois que j'ai inversé. Plutôt que de parler des conséquences, parler des causes. Et effectivement, la domination masculine dans le cinéma. C'est l'absence, c'est l'effacement des femmes devant et derrière la caméra. Merci beaucoup. Merci Marlène Schiappa d'être venue nous parler de ce Grenelle, donc lundi, les annonces. Merci à vous toutes. Avant d'accueillir nos chroniqueurs, on va faire un petit détour par notre petit programme sur la photo politique, vous le connaissez. Un clic, un président, un photographe. Regardez. Je m'appelle François Lafitte, j'ai été photographe de presse pendant 6 ans avant de devenir photographe officiel de la présidence de la République sous la deuxième partie du mandat de François Hollande et les premiers mois de celui d'Emmanuel Macron. On est le 14 mai 2017, juste après la passation de pouvoir entre François Hollande et Emmanuel Macron. On est sur les Champs-Élysées et le nouveau président a choisi d'aller se recueillir sur la tombe du soldat inconnu. Il pleuvait, il pleut souvent lors de ces occasions-là. C'est une photo que j'ai vue et que j'ai voulu, avant de la faire,
Et je me souviens que c'était difficile, il y avait beaucoup de caméras en direct à côté de moi, qu'il ne fallait pas gêner. Et je voulais absolument avoir une image du nouveau président seul, en pied et avec le vide derrière lui, la perspective des Champs-Élysées. J'ai pris beaucoup de photos sur cette séquence et il n'y en a qu'une qui marche bien où tout est en place, c'est-à-dire le regard, les jambes, les pieds, les mains, tout fonctionne, tout s'emboîte bien. Il y a le regard au loin, avec les pavés mouillés, les gouttes de pluie qu'on voit sur le costume et je pense qu'il a choisi de regarder par-dessus moi pour justement avoir le regard qui va au loin. On voit un président qui est en marche. Ils sont en pleine forme même le vendredi soir et on les accueille tout de suite. C'est le bloc-notes avec nos 4 chroniqueurs. Raphaël Legendre, bonsoir. Quel plaisir de vous retrouver. On va parler d'économie, journaliste au quotidien. L'opinion, Bertrand Dical, on chantera ce soir tous ensemble, j'espère. Hein, je vous surveillerai. On dansera. On dansera. France Info, ces chansons qui font l'actu, le film du Brexit avec Alex Taylor. Et avec vous, on se déboutonne au comptoir. Surprise, surprise, Camille Safaris. Absolument. Mon petit chouchou. On commence avec vous, Raphaël. Alors, on parle des retraites, hein, c'est vraiment l'actu de la semaine. Vous avez décidé de revenir à maintenant 2 semaines de la mobilisation du 5 décembre. Sur le fait qu'on tourne un peu en rond, on a quand même le rapport du corps qui nous apporte quelques informations supplémentaires sur le déficit du système. Oui, absolument. Alors, on a eu beaucoup d'informations sur les retraites, beaucoup d'actualités cette semaine. Vous en aurez encore la semaine prochaine avec les rencontres entre les syndicats et le Premier ministre. Alors, on va faire un petit point de fin de semaine pour remettre tout ça un peu au clair. Si on reprend l'acte 1 cette semaine, c'était les fuites du rapport du corps. Le corps, c'est le Conseil d'orientation des retraites qui devait poser un peu l'environnement financier pour cette réforme attendue en 2025. Un chiffre à retenir de ce rapport, c'est 10 milliards d'euros. 10 milliards d'euros, ce sera le déficit du régime actuel d'ici 2025, avant la grande bascule 10, pas 15. De la réforme. C'est 10 milliards. Ce sera bien le chiffre à peu près. On sera entre 8 et 11. Mais on est autour de 10 milliards d'euros. Comment on fait pour équilibrer ce régime? C'est un préalable absolument nécessaire à la réforme. Vous avez 3 options. Soit on augmente les cotisations, soit on baisse les retraites. Ces 2 options, politiquement et socialement, sont intenables. Il n'en reste plus qu'une. Il va falloir travailler plus longtemps. Exactement. Le gouvernement le sait. C'est la seule solution. Et du coup, en fait, on retombe un petit peu sur le débat qu'on avait eu, vous vous souvenez, l'été dernier, au moment de la remise du rapport Delevoye. L'âge pivot. Sur l'âge pivot, cet âge pivot de 64 ans, ou l'allongement de la durée de cotisation, comme l'avait expliqué le président de la République à la fin de l'été. Ça, c'était l'acte 1. L'acte 2, ça se passe mardi soir à l'Élysée. Emmanuel Macron reçoit plusieurs ministres, le Premier ministre, Gérald Darmanin pour le budget, Jean-Paul Delevoye évidemment, quelques pontes de la majorité, Richard Ferrand, Gilles Legendre, pour leur remonter un petit peu les bretelles et leur dire, les petits gars, maintenant, il va falloir aller au front et me défendre cette réforme. Ça a été le cas dès le lendemain sur France Info. On a vu Jean-Paul Delevoye indiquer qu'il faudrait effectivement sûrement travailler un peu plus, et dès le lendemain, le Premier ministre himself lui-même sur France Inter nous expliquait ceci. On va devoir travailler plus longtemps. Je crois que les Français le savent. Je ne dis pas que ça les réjouit, mais je crois qu'ils le savent au fond d'eux-mêmes. Si on veut avoir un système solide de retraite, il faut probablement que progressivement on travaille plus longtemps. C'est d'ailleurs ce que font tous les autres pays d'Europe et du monde. L'âge pivot est un élément de solution. Voyons avec les partenaires sociaux s'ils préfèrent des solutions sur la durée, des solutions sur l'âge légal, des solutions sur l'âge pivot, sur l'âge d'équilibre. Alors, sauf que, quelques heures après, patatras, on apprend que la CFDT, le seul syndicat en soutien de cette réforme, fait faux bond au gouvernement. En tout cas, la CFDT cheminot se joindra au grand mouvement du 5 décembre avec la CGT Sudrail. Et ça, c'est assez dangereux pour Laurent Berger, qui a tenu une conférence de presse dès l'après-midi pour dire qu'il rentrait dans un bras de fer avec le gouvernement pour qu'il n'y ait pas de mesures budgétaires, sans aller jusqu'à sécession complète. Il continue quand même de soutenir la réforme. Et le MEDEF? Et le MEDEF qui ce matin réclamait encore des clarifications au gouvernement, parce que dans tout ça, on n'y voit toujours pas très clair. Alors moi, j'en tire 3 conclusions de cette cacophonie. La première, c'est qu'on n'a pas avancé d'un iota sur cette réforme depuis la remise du rapport Delevoye.
au mois de juillet. La deuxième, c'est qu'on n'avancera pas tant que les bénéficiaires des régimes spéciaux n'accepteront pas de travailler plus longtemps, c'est évident. Et la troisième, c'est rendez-vous de... Préparez-vous à une grève plutôt dure au mois de décembre, pas qu'à la SNCF, dans la RATP, dans le secteur des transports routiers, chez Air France. Ça risque d'être dur pour une chose notamment, c'est que les cheminots touchent leur 13e mois fin novembre et que donc ils ont l'assise financière pour que ça dure. Bon, eh ben, on va se préparer, hein. On enchaîne avec le Brexit. Ça vous fait peur un peu la grève, vous? Vous êtes français maintenant, vous êtes habitué, Alex. Français, moi, j'ai l'habitude, je descends dans la rue. Vous regardez pas ça vraiment avec des gros yeux bizarres. Ça y est, vous êtes un peu Frenchy. Alors on en est où? Premier débat télévisé entre Boris Johnson et le leader travailliste Jeremy Corbyn. De quoi a-t-on parlé? C'est le 12 décembre les élections. Le 12 décembre. Dans 3 semaines. Alors, est-ce qu'on a parlé du Brexit? En fait, pas du tout. Par exemple, les travaillistes ont sorti leur programme d'un manifesto cette semaine et sur 107 pages, le Brexit, première mention, page 87. Donc vous voyez à quel point ça sort par les oreilles, le Brexit, on en a parlé pendant 3 ans. Le thème dans ce duel télévisé, c'était autre chose. C'est en fait la confiance dans la classe politique. Regardez cet extrait et surtout écoutez la réaction du public à la question du journaliste quand Boris Johnson répond. Forgive me, Mr. Johnson, but this is about personal integrity and individual character. Does the truth matter in this election? I think it does. And I think it's very important. I think it's very important to hear from... Vous voyez, donc c'est quand même grave. Et surtout, une chose extraordinaire s'est passée pendant cette émission. L'office central, le bureau central du Parti conservateur a rebaptisé son compte Twitter en vérificateur de vérité pour le Royaume-Uni. Fact check UK. Vous imaginez En Marche faire ça? C'est grave. Ah non, c'est drôle, surtout parce qu'on entend que ça rigole. Même pendant le débat, il y a un public. Oui, mais personne ne croit les deux côtés. Les autres partis, ça se passe comment, cette campagne? Comme si ces élections n'étaient pas déjà assez surréalistes, la leader des centristes, Jo Swinson, a passé sa semaine à démentir une fake news, une vidéo qui prétendait que son passe-temps préféré était de lapider des écureuils dans son jardin. Enfin, franchement, on a passé cette semaine à je n'invente pas. Et samedi dernier, l'ex-ministre et grand brexiteur de l'environnement, Michael Gove, a prétendu à la radio que l'Union européenne empêchait la Grande-Bretagne de planter des arbres. On en est là. Donc, je me suis permis de tweeter une image d'arbres à Paris qui ont bravé cet interdit, qui ont poussé quand même. Oh, vous faites retweeter 334 fois, ça m'arrive jamais. 904 j'aime. Voilà. Alex Taylor, quelle star sur les réseaux sociaux. Ce qui est grave, c'est quand les médias se mêlent aussi. Ça, c'est beaucoup plus sinistre quelque part, parce que je voulais vous montrer ce qui s'est passé la semaine dernière. Regardez, la BBC a rediffusé. Donc ça, c'est la cérémonie du 11 novembre. Vous voyez le Premier ministre, pas très bien soigné. Il dépose la gerbe devant le cénotaphe, mais à l'envers, en fait. Donc tout le monde l'a remarqué après. Voilà, donc ça. Ensuite, le lendemain, dans l'émission matinale de la BBC que vous voyez là, les présentateurs, quelqu'un a eu l'idée, parce qu'ils ont fait une brève sur la journée, de reprendre des images. Regardez, il y a 4 ans, quand il était ministre des Affaires étrangères, il est beaucoup plus soigné. Il dépose surtout la gerbe à l'endroit, il y a la reine derrière. Donc la reine ne participe plus à cette cérémonie depuis 2 ans. Donc quelqu'un a substitué pour arranger en fait l'image de Boris Johnson. C'est grave, c'est la BBC. Vous voulez rire pour finir? Ce qui vient de se passer aujourd'hui, le grand buste de Boris Johnson, Get Brexit Done. Non, mais il a un nouveau buste pour la campagne. Get Brexit Done, réussissant le Brexit. Eh bien, son buste est tombé en panne aujourd'hui. Donc voilà, enfin, franchement, cela ne s'invente pas. Bad luck. Bon, merci, c'est rigolo. Alors Bertrand, on va chanter. Vous nous avez dit même qu'on allait danser. Pourtant, quand je vois le mot qui vous a inspiré dans l'actualité, urgence, je me dis bon, danser sur l'urgence? Ben oui, parce que c'est un mot important du vocabulaire politique en général, très employé cette semaine, puisque Édouard Philippe et Agnès Buzyn ont annoncé un plan d'urgence pour l'hôpital. C'est pas le premier plan d'urgence de ce gouvernement, mais de toute façon, c'est la nature de l'exercice gouvernemental. Un gouvernement, ça doit agir dans la sérénité, sur le long terme, mais ça doit aussi répondre à des urgences. Et c'est fou comme la chanson, elle aussi, consomme des urgences. Et au premier rang des urgences dont parle la chanson, il y a le plaisir. Si t'es mal sapé, tu restes sur le côté. Tout se passera bien, on est là pour l'ambiance. Mais s'il y a urgence, faut appeler l'ambulance. Il y a urgence, il y a urgence.
Qu'est-ce qu'ils disent? Il y a urgence, il y a urgence? Il y a urgence, il y a urgence, appelez l'ambulance. C'est la rappeuse Siana, un magnifique personnage de l'afro-trap, absolument charmante, dans un titre qui nous fait remarquer que ce genre de mots se dévalue facilement, parce que là, on est en train de danser sur le dance floor, avec les mots d'ambulance, avec les mots d'urgence, un vocabulaire plutôt sinistre en général, mais le rap, en particulier, aime bien utiliser le mot d'urgence au sens propre. Il y a du beat dans ce mot. Hein. Voilà. Il y a du rythme. Et puis, il y a quelque chose de noir, fondamentalement. Et par exemple, Cool Chain, la moitié du duo NTM, voit de l'urgence dans le quotidien ordinaire d'un jeune de banlieue. Écoutez. Ouais, j'ai vécu dans l'urgence, et comme beaucoup, j'ai pu voir nos espoirs, la corde au cou. Pas facile ici, faire le bon choix, nos rues elles sont violentes, ta banlieue te passe le bonsoir, ouais. J'ai vécu dans l'urgence, et comme beaucoup, j'ai pu voir nos espoirs, la corde au cou. Ouais, c'est plus lourd là l'ambiance tout de suite avec Cool Chain, hein. C'est plus lourd. Alors, c'est pas exactement au premier degré, c'est un peu un premier degré et demi, parce que l'urgence, théoriquement, c'est un état exceptionnel, c'est pas l'état ordinaire des choses. Là, il nous parle d'urgence dans la vie d'un jeune à 20 ans, à 30 ans. Donc si pendant toutes ces années on est dans l'urgence, c'est un état permanent. C'est un peu l'état de l'hôpital en France. C'est un peu l'état de l'hôpital qui est dans l'urgence et dans le drame urgent depuis des années, peut-être même pour toujours, au point même qu'on finit par se demander si l'urgence n'est pas une forme particulière de la patience, et une belle chanson nous le confirme. Mais c'est urgent, attends que tout change. Alors là, on fait avec la tête comme ça. Donc, France Gall qui nous dit qu'il est urgent d'attendre. Oui, c'est sur l'album Barbacar, c'est en 1984. Le texte dit: c'est urgent d'attendre que tout change, urgent d'attendre qu'on comprenne, urgent d'attendre que l'amour vienne. Ce sont souvent ce que font les gouvernements qui attendent longuement que l'urgence soit de plus en plus urgente, démesurément urgente, désespérément urgente. Hyper urgent. Puis ils présentent leur plan d'urgence qui ne signifie pas que l'urgence était soudaine, mais que les mesures sont en retard. Et c'est ce que nous raconte France Gall. L'urgence, c'est le temps perdu. Et en général, quand on nous annonce des mesures d'urgence, c'est que c'est des mesures en retard. Ah, très intéressant. Merci Bertrand. Il n'est pas un peu urgent de vous retrouver, vous? Très urgent. Toujours. Alors Camille, qui avez-vous découvert au comptoir cette semaine? Eh bien, cette semaine, j'ai rencontré Fiona Lazare. Alors, Fiona Lazare, députée La République En Marche. Absolument, du Val d'Oise. Alors, elle est extrêmement sympathique et je l'ai rencontrée au Café Néon à la Goutte d'Or. Et elle connaît le quartier. Elle est d'origine, française et marocaine. Par son père, son mari est libanais et togolais. Ils ont voulu se marier en respectant toutes les traditions à la fois. Et justement, vous allez voir, ça a un lien avec la Goutte d'Or. J'ai porté une robe blanche traditionnelle, une robe orientale marocaine et lui une tenue traditionnelle libanaise. Et puis on a également porté une tenue africaine que j'ai fait faire ici à la Goutte d'Or. On a eu un orchestre marocain aussi qui a animé une partie de la soirée. C'est de la musique traditionnelle ou très très rythmée, où on bouge beaucoup les épaules. Mais il y a des chansons qu'on pourrait connaître, des refrains, des choses... Beaucoup de musique, peu de paroles. Il y a peu de paroles. Oui. Un peu l'inverse de l'Assemblée finalement. Exactement. Quoi qu'à l'Assemblée, il y a beaucoup de paroles et puis il y a un peu de flûte aussi parfois. Oh, elle se dévergonde, Fiona Lazare. Alors, Fiona Lazare, elle a 4 enfants et 2 ados et puis 2 petits, et il n'y a pas de crèche à l'Assemblée. Il y a un projet. C'est un projet, mais pour l'instant, il n'y en a pas encore. Alors, une fois, sa plus jeune fille a accompagné maman à l'Assemblée sur place pour visiter, et puis aussi une autre fois... Et puis aussi une fois... On l'a déposé à la crèche, il y avait grève à la crèche et que j'avais pas de solution de repli. Donc je l'ai amené avec moi à l'Assemblée. Dans l'hémicycle? Non, pas dans l'hémicycle, dans mon bureau. Dans mon bureau, avec de quoi faire des dessins, des jouets pour s'occuper. Et puis moi, j'ai pu tenir mon rendez-vous. Je ne sais plus dans quel pays, on a vu dans une Assemblée nationale, on a vu une députée donner le sein à son bébé. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez? Pourquoi pas? C'est la nature, quoi. Et puis on a vu aussi récemment un président de l'Assemblée qui donnait le biberon au bébé d'un député qui devait prendre la parole. Eh ben permettons-le.
Allez, des petits bébés dans l'hémicycle. Alors, vous voyez, Fiona Lazar, elle est très élégante, hein, très comme ça. Et j'ai voulu parler un peu de dress code avec elle. Parce que c'est vrai, pour les hommes à l'Assemblée, il y a toujours, quel que soit le bord politique, il y a le costume avec la cravate. Alors parfois, vous savez que ça a même été réglementé, tout ça, parce que certains François Ruffin a créé la polémique en sweatshirt, un peu de certains qu'on voyait avec des nœuds papillons à une époque. Bon, alors pour les hommes, je dirais c'est peut-être plus simple, mais pour les femmes, puisqu'il y a maintenant beaucoup plus de femmes à l'Assemblée depuis cette mandature, est-ce que la sensibilité politique ou le progrès peut avoir une influence sur la façon de s'habiller? Le vendredi, on va être un peu plus cool. Le mardi, question d'actualité au gouvernement, tout le monde réuni dans l'hémicycle. Là, on va être un petit peu plus enclin à mettre un tailleur. Le jeudi, on se dirige vers le vendredi. Mais vous allez me finir par me dire que je fais les commémorations en pyjama le dimanche. Donc non, c'est pas le cas. On s'encanaille avec vous. Hein. Alors, pour finir, j'ai osé lui poser la question, la question que tout le monde se pose sur le tailleur. Est-ce que le tailleur est de droite? Je crois pas, parce qu'il m'arrive d'en porter, comme il m'arrive de porter des jeans. Donc je crois pas que le tailleur soit de droite. C'est pour ça que c'est bien d'être sur marche. C'est en même temps, si tu as envie de mettre ton jean, tu mets ton jean. Si tu as envie d'être un tailleur très strict, tu peux le faire. Ça, voilà. Et voilà, comment être fashion victime en étant de droite et de gauche en même temps. Merci beaucoup Camille. Merci à tous. Excellent week-end. Merci à toute l'équipe de Savourgarde et particulièrement Fabrice Pierrot cette semaine. Je vous signale un excellent numéro de Jeune Afrique où vous pourrez découvrir cette semaine une enquête sur la République en marche, les députés, mais pas seulement de ce parti, les Africains de la République avec 2 jeunes députés en couverture. On en parlera d'ailleurs la semaine prochaine. Profitez bien de ce week-end et à très vite.